Salut à tous, c'est Bourrichon. On se retrouve en cette période de canicule pour l'analyse des demi-finales. Mais avant que la vidéo commence, je vous rappelle de ne pas hésiter à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Enfin bref, passons à la première demi-finale, à savoir Toulouse qui recevait le Racing. Bon bah, le Racing a mené au bout de 2 minutes 3-0 et puis après, plus rien. Ensuite, c'était une balade de santé pour les Toulousains. Ils ont monopolisé le ballon, ils avaient vraiment cette envie de jouer tous les ballons à l'image d'un Blair Kinghorn par exemple en numéro 15 qui relançait presque tous les ballons. Il a eu que 2 jeux au pied sur le match en position d'arrière, ça prouve cette envie de relancer. Grosso modo, il y a eu que 23 jeux au pied pour Toulouse, sachant que les jeux au pied, il y avait soit des jeux au pied de dégagement, soit des jeux au pied par exemple de diagonale, comme cette diagonale d'Antoine Dupont pour Teddy Thomas en début de match. Pour les Toulousains, ils ont tout dominé, ils ont eu 67% de possession sur le match, dont 43% de leurs ballons dans les 22 du Racing, ça veut dire beaucoup. Presque un ballon sur deux en fait était joué dans les 22 mètres du Racing, donc on comprend un peu plus le score. Et puis surtout, les stats de possession de ballon, de mètres parcourus sont assez édifiantes. 797 mètres parcourus avec le ballon sur le match, dont 388 mètres après contact, ça veut dire beaucoup. Et surtout ça, il y a eu pas moins de 40 défenseurs battus contre 17 pour le Racing, ça montre cette énorme différence de niveau entre les deux clubs. Et enfin, même la conquête n'a pas du tout été inquiétée sur ce match, puisque 100% de leurs ballons ont été récupérés surtout chez Mêlée aux Toulousains. Certes, il n'y a pas eu forcément d'ultra domination comme on a pu le voir sur l'autre demi-finale, mais en fait, j'avais l'impression qu'ils géraient leur effort plus que vraiment ultra dominer la conquête adverse. Et en face, le Racing, à force de défendre, a subi la loi de Toulouse. 10 essais encaissés, 71 points inscrits, 40 plaquages manqués. C'est beaucoup trop. Et à force de défendre aussi, ils ont commis énormément de fautes, pas moins de 15 pénalités sur le match, dont 3 cartons jaunes. Là aussi, pour une demi-finale top 14, c'est beaucoup trop. Et ça a accentué la domination toulousaine. Et le pire, c'est que même en n'ayant que 33% des ballons, ils ont réussi à avoir 14 turnovers perdus. Ça prouve qu'ils étaient aussi très fébriles offensivement. De toute façon, on l'a vu, ils marquent 2 essais dans les 15 dernières minutes. Mais après, tout le long du match, c'est Toulouse qui a monopolisé le ballon. Enfin bref, du coup, on a vu un match ultra déséquilibré entre une équipe qui a eu le temps de bosser sa condition physique, et c'est peut-être pour ça qu'elle a été moins forte sur les derniers matchs de saison régulière, et un Racing ultra crevé qui a dû se battre pour déjà intégrer le top 6, qui a dû faire un gros match à Pau pour aller se qualifier et chercher cette demi-finale, et qui là, face l'ogre toulousain, ne pouvait rien faire. Le deuxième match, c'était Montpellier-Stade Français. Bon, déjà, il y a eu plus de répondants. On a eu 30 premières minutes sympas, où ironiquement, on attendait juste la première mêlée pour voir l'affrontement entre ces deux équipes, et puis dès qu'elle arrivait, après, le match est devenu ennuyant. Je trouve que le Stade Français s'est trompé dans son jeu. Il voulait beaucoup jouer au pré, les Parisiens, alors que la défense de Montpellier était ultra efficace. La défense de Montpellier, c'est 86% de plaquage réussi, 90 plaquages réussis sur 108 tentés, et surtout une organisation défensive ultra efficace où globalement, même si ça jouait les rucks, c'était que un seul joueur qui venait un peu mettre le bazar dans les rucks, et puis après c'était très dense, proche des rucks. C'est pour ça que le Stade Français n'a presque jamais pu passer. Et à l'inverse, les Parisiens, je trouve que dès qu'ils mettaient un peu de vitesse, qu'ils arrivaient à aller jouer sur les extérieurs, ils passaient à l'image de cette percée de Léo Barré dans les 10 premières minutes du match, et aussi les essais de Kerr Barlow et d'Akuaka, c'est quand de la vitesse a été mis dans le jeu. Et je trouve qu'il y a eu beaucoup de courses des avants qui montraient qu'ils étaient sans solution, des avants qui allaient un peu à l'aventure tout seuls, qui prenaient le ballon mais qui voulaient pas aller au contact tout de suite, donc ils essayaient de travailler leurs défenseurs sans succès. Et au final, à vouloir éviter le contact à tout prix, souvent ils reculaient. Donc le Stade Français, je trouve, a peiné à mettre de la vitesse dans son jeu, et en plus, n'a eu que 41% des ballons, donc c'était presque impossible pour eux de gagner ce match. Car oui, le MHR, à l'inverse, a confisqué les ballons, 59% de possession sur le match, et a instauré son jeu très perforateur comme on a l'habitude de voir. Et tout ça, ça permettait de mettre à la faute les Parisiens. Pas moins de 13 pénalités ont été concédées sur le match, plus un carton jaune. Et du coup, Domingo Miotti enquillé en ayant 100% de réussite sur ce match. Parce que dans l'ensemble, je trouve que Montpellier avait du mal à aller dans les 22 parisiens, mais c'était pas forcément leur but. Leur but, c'était de justement faire commettre des fautes à Paris pour pouvoir enquiller des points derrière. Et au final, on se rend compte qu'il y a seulement 10 entrées pour Montpellier, et que 69% de leurs ballons à Montpellier ont été joués entre les deux lignes des 22 mètres, donc on va dire la zone de construction, pas la zone où il faut marquer. Et de toute façon, dès qu'ils rentraient, ils n'étaient pas efficaces, puisqu'il y a eu seulement un point marqué par entrée dans les 22. C'est juste ridicule, mais bon, évidemment, ça veut dire qu'ils marquaient de plus loin,
grâce aux pénalités de Miotti. Et puis enfin, comment parler de ce match sans évoquer la conquête, où là, on a eu une différence aussi de niveau entre peut-être la meilleure mêlée du championnat et le Stade Français qui pourtant est une très bonne mêlée aussi en temps normal. Là, il n'y avait rien à dire. Montpellier a largement dominé son sujet. Elle a eu 33% de ballons récupérés sur mêlée adverse, plus 26% sur touche adverse. Et sachant que les 74 autres pourcents des touches parisiennes, c'était souvent des ballons captés mais dans la difficulté, ce qui ne permettait pas de lancer le jeu de manière fluide. Donc au final, la conquête de Montpellier a été salvatrice sur ce match. C'est comme ça qu'ils gagnent. Mais attention, parce que je trouve que sur leur propre touche, il va falloir qu'ils progressent un petit peu. D'autant plus que Toulouse a beaucoup de sauteurs qui peuvent, pareil, foutre un peu le bazar dans la touche montpelliéraine. Il y a eu que 73% de leurs ballons qui ont été captés pour Montpellier. Et puis pareil aussi, il y a eu un peu de ballons désordonnés, pas très fluides à exploiter derrière. Donc à mon avis, s'ils veulent faire quelque chose contre Toulouse, il va falloir qu'ils règlent cette touche. On passe maintenant au top et au flop. Je vais faire un top et un flop par match. Pour Toulouse Racing, mon top c'est Jack Willis, l'évidence. Une activité de fou, il a fait que 1 heure de jeu. Il a été juste énorme. 18 ballons porté sur ce match, c'est le premier. 4 défenseurs battus, 2 franchissements avec des percées où il avançait énormément. Ça tombe bien, 107 mètres parcourus après contact, c'est aussi le premier du match. 4 offloads, 1 essai, 4 sur 4 au plaquage et un grattage. Bref, il était injouable sur cette demi-finale. Et mon top du côté de Montpellier, j'aurais pu mettre des avants, évidemment, mais je vais parler de Domingo Miotti parce que mine de rien, le match était accroché et sans une décision de cet essai refusé à Joe Marchant, le match aurait pu tourner en la faveur de Paris. Mais tout ça pour dire qu'il fallait un bon buteur à Montpellier pour gagner ce match. Et Domingo Miotti a répondu présent. 6 sur 6 face au Perche en ce qui concerne les pénalités. La seule transformation qu'il a eu à taper, il l'a mise. Bref, il a été primordial dans la victoire de Montpellier face au Stade Français. Et pour les flops, j'ai d'abord parlé de Johnny Hill. Lui qui avait fait un énorme match de barrage à Pau. Là, je l'ai senti crevé. Alors oui, il a beaucoup plaqué, effectivement. Il a fait 15 plaquages, 14 réussis, 1 manqué. Mais après, c'est quand même 5 pénalités sur tout le match, dont une pénalité qui aurait pu être carton jaune, ça a été un peu limite. Et puis, je l'ai trouvé forcément atteint physiquement, crevé, comme à l'image de son équipe. Et du côté du Stade Français, mon flop, c'est Paul Allo-Émile. Alors, j'aurais pu mettre n'importe quel pilier parisien tant ils se sont fait dominer, mais je vais aller sur lui parce que lui aussi, il a commis 5 fautes sur ce match, 5 pénalités, dont au moins 3 en mêlée fermée, et je me demande si c'est pas 4. Et la dernière faute, c'est une faute où il prend carton jaune, et ça aurait pu limite être carton orange, puisqu'il vient s'écrouler sur le genou de Billy Vunipola. Ça aurait pu être très dangereux, il prend que jaune parce qu'il n'y a pas trop de vitesse, mais franchement, ça aurait pu être orange. Bref, je trouve qu'il a pas fait une bonne demi-finale. Pour ce qui est mon prono de la finale maintenant, ça va être assez simple, même si Montpellier a du répondant, là Toulouse semble injouable, hein. Effectivement tu viens de mettre 71 points en demi-finale, certes face à un Racing fatigué, tu retrouves plein de confiance, tes joueurs leaders retrouvent le niveau auquel on les a connus les saisons précédentes, donc je pense que Toulouse effectivement va aller chercher son 4e bouclier, mais Montpellier va avoir du répondant, s'ils arrivent peut-être à dominer devant, à avoir une nouvelle fois un bon buteur, peut-être qu'ils peuvent accrocher Toulouse, mais franchement j'y crois pas. Je pense que Toulouse va être champion pour la 25e fois de son histoire. Enfin bref, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, m'écrire un commentaire, mettre la cloche, mettre un like et partager cette vidéo, c'est des petits gestes qui m'aident grandement. Et aussi n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook et TikTok, mes autres réseaux sociaux, où je mets du contenu exclusif. Et également, je poste toutes les informations de quand j'apparais autre part dans mes stories Instagram. Enfin bref, c'était Bourrichon. Ciao, ciao.